18 juin 2026. Le soleil vient à peine de se lever sur Moscou, et une colonne de fumée noire commence à s'élever à 15 km du bureau de Vladimir Poutine. Une raffinerie en flammes. Encore, la deuxième fois cette semaine. Et regardez l'ironie. La Russie possède, de loin, la défense anti-aérienne la plus dense jamais construite dans l'histoire. Radars, missiles, canons automatiques, couche après couche. Pour illustrer la paranoïa, rien qu'autour d'une résidence privée de Poutine, dans un endroit appelé Valdai, la Russie a érigé en un seul jour 7 nouvelles tours d'un système anti-aérien appelé Pantsir. Il y a 27 positions de défense entourant la maison de cet homme. Et même avec tout cela, un truc fait de plastique et d'électronique bon marché, qui coûte moins qu'une voiture d'entrée de gamme, a traversé la défense de Moscou et a frappé cette raffinerie avec une précision de quelques mètres. Et en voyant cela, la question est inévitable. Comment la défense la plus chère de la planète est-elle percée par quelque chose d'aussi simple et bon marché ? La réponse va à l'encontre de tout ce que nous pensions savoir sur la façon de protéger un pays. Et ce n'est pas celle qu'on croit. Avant tout, il faut comprendre une chose. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un drone perdu qui passait par hasard. C'est une campagne systématique, répétée nuit après nuit, qui a pris de l'ampleur à une vitesse que personne n'avait prévue. Les drones ukrainiens parcourent aujourd'hui 1000, 2000, et selon le commandement ukrainien lui-même, ils atteignent déjà 3500 km de distance. Cela place pratiquement toute la Russie qui compte à portée de Kiev. Les raffineries, les usines, les dépôts de munitions. Tout. Et les cibles ne sont pas choisies au hasard. Ce sont des raffineries, des terminaux de carburant, des infrastructures énergétiques. Des choses qui frappent en même temps les finances du gouvernement russe, le carburant qui propulse l'armée, et le portefeuille du citoyen. Aujourd'hui, en Russie, une station-service sur 4 fonctionne déjà avec une certaine forme de restriction de vente. La fumée qui s'élève derrière Moscou n'est pas seulement du feu, c'est l'économie russe qui brûle. Et il y a une humiliation supplémentaire là-dedans. Le même jour que cette attaque, Poutine recevait des dirigeants d'Asie du Sud-Est lors d'un sommet dans une autre ville, posant pour des photos. Et il n'a pas dit un mot sur la raffinerie qui brûlait dans sa propre capitale, comme si de rien n'était. Mais pour comprendre comment le jeu de cartes trompe le cher, nous devons commencer par une question que presque personne ne pose. Pourquoi la Russie a-t-elle construit cette défense ? Parce qu'une défense anti-aérienne n'est pas un mur magique qui arrête tout. C'est un outil conçu pour un travail spécifique. Et le travail, pour lequel la défense russe a été conçue, était unique. Abattre des choses coûteuses, grandes et peu nombreuses. Pense au système qui forme cette défense. Le S-400, capable de détecter et d'attaquer presque 100 cibles en même temps, à des centaines de kilomètres. Le Pantsir et le Tor, conçus pour protéger de près contre les avions et les missiles. Tout cela a été construit dans un monde où l'ennemi était un chasseur à 100 millions de dollars, ou un missile guidé par satellite. Peu de cibles, très précieuses, volant haut et vite. Contre cet ennemi, la Russie a mis en place la défense la plus dense du monde. Et ça marchait. Le souci, c'est que cet ennemi n'apparaît plus. Parce que l'Ukraine a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle n'a pas essayé de battre cette défense sur son propre terrain. Elle a changé la donne. Au lieu d'envoyer quelques cibles coûteuses, elle s'est mise à en envoyer beaucoup de bon marché. Au lieu de missiles à plusieurs millions, elle a envoyé des essaims de drones en plastique qui coûtent quelques milliers de dollars chacun. Et c'est ici qu'entre en jeu un chiffre qui change tout. L'Ukraine est devenue une économie de guerre entièrement axée sur la fabrication de ces drones en masse. On parle de millions d'unités par an. Une seule entreprise ukrainienne, à elle seule, produit environ 200 drones à longue portée par jour. Et elle affirme pouvoir doubler ou tripler ce chiffre rapidement. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que cela change les calculs de la guerre. Quand un drone coûte moins cher qu'une voiture, vous pouvez en perdre la plupart et en sortir quand même gagnant.
Si sur 10 drones lancés, un seul atteint sa cible et que cette cible est une raffinerie, le calcul reste rentable. Et il reste largement rentable. L'Ukraine a arrêté d'essayer de tous les toucher. Elle joue pour que certains passent. Et une défense construite pour abattre des choses coûteuses, une par une. Elle n'a tout simplement pas été conçue pour un ciel rempli de choses bon marché venant de partout. Mais là, vous pouvez penser, d'accord, ils sont nombreux et ils ne coûtent pas cher. Mais envoyer beaucoup de choses bon marché ne sert à rien si le signal satellite est bloqué et que le radar vous repère de loin. La Russie a beaucoup investi pendant des années dans la guerre électronique, dans le blocage et la falsification du signal de navigation, pour aveugler et désorienter n'importe quel drone. Alors, comment ces drones bon marché trouvent-ils leur chemin? Comment une chose pareille, sans pilote, trouve un réservoir de carburant à 1500 km de distance? C'est là que ça devient vraiment impressionnant. Parce que la réponse de l'Ukraine au blocage du signal a été d'une simplicité brutale. Ils ont pensé, si la Russie bloque le signal de navigation, alors faisons un drone qui n'a pas besoin de ce signal. Pense à l'ampleur de ce retournement. Pendant des années, la façon d'abattre un drone était de couper son signal. On aveuglait le satellite et il se perdait. L'Ukraine a tout simplement éliminé cette faiblesse. Les nouveaux drones longue portée naviguent grâce à un système en couches. D'abord, une navigation inertielle, qui évalue son mouvement sans dépendre de signal extérieur. C'est comme l'oreille interne, qui te dit dans quelle direction tu tournes même les yeux fermés. Ensuite, et c'est là que ça devient génial, une de ces caméras de vision nocturne bon marché filme le sol en dessous et compare en temps réel avec une carte satellite déjà enregistrée dans la mémoire du drone. Il se repère en regardant le sol et non le ciel. Rivières, routes, contours de collines. Le drone compare ce qu'il voit avec ce qu'il a enregistré et sait exactement où il se trouve, sans aucun satellite. Et dans la dernière ligne droite, une intelligence artificielle active la caméra, reconnaît la forme de la cible et la verrouille toute seule. Cette phrase est presque un coup bas. La Russie peut brouiller le signal, mais elle ne peut pas bloquer un drone qui n'a besoin d'aucun signal. Voici un aperçu de la course technologique derrière tout cela. Une seule entreprise ukrainienne est passée par 7 générations différentes de ce système de navigation en seulement 3 ans. 7 versions. Chaque fois que la Russie améliorait le brouillage, il redessinait tout. C'est le rythme d'une guerre, où le logiciel se réécrit tout seul tous les quelques mois. Et si vous trouvez ce genre de détail aussi fascinant que je le trouve, faites un geste simple pour aider cette chaîne à grandir. Abonnez-vous ici, car c'est ce type d'histoire que nous analysons chaque semaine. Mais la navigation ne résout que la moitié du problème. Le drone sait maintenant se débrouiller tout seul. Mais le ciel au-dessus de la Russie reste rempli de missiles qui l'attendent. Savoir arriver n'est pas la même chose que survivre à l'arrivée. Alors, comment ces drones traversent-ils un mur de feu conçu précisément pour les abattre, n'est-ce pas? Et la réponse est peut-être la partie la plus ingénieuse de toute cette campagne. Parce que l'Ukraine n'essaie pas de percer la défense par la force, elle trompe et épuise la défense. Ça fonctionne comme ça. Lorsqu'un essaim de drone décolle en direction d'une ville russe, ils ne transportent pas tous des explosifs. En fait, seule une partie d'entre eux porte une ogive, le reste sert d'appât. Ce sont des drones leurres, conçus uniquement pour apparaître sur le radar russe, comme une véritable menace. Et c'est là que le piège se referme. Les équipes anti-aériennes russes voient des dizaines de points sur le radar. Elles paniquent et commencent à tirer leurs missiles extrêmement coûteux sur des cibles factices, contre du plastique. Chaque leurre détruit fait gaspiller des missiles valant des millions. Et il y a quelque chose d'encore pire pour la Russie. Au moment où une batterie anti-aérienne tire, elle révèle sa propre position. Elle allume la lumière et crie « Je suis ici ». Et les drones armés, les vrais, qui arrivaient juste derrière, savent maintenant exactement où se trouve la défense. Et ils vont directement dessus. En d'autres termes, la défense russe, en essayant de se défendre, se trahit. Plus elle tire, plus elle s'expose.
Et tout cela est coordonné d'une manière qui rend le Kremlin fou. Parce qu'il n'y a pas de grand quartier général, pas de bunker à bombarder. L'opération est dispersée dans tout le pays, contrôlée par des gens ordinaires avec des ordinateurs portables. Comme l'a dit un commandant du renseignement ukrainien, les ordinateurs portables sont notre plus grand avantage parce que nous sommes dispersés. Et c'est pour cela qu'il est si difficile pour la Russie de détruire ce programme. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Un logiciel bon marché fonctionnant sur un ordinateur ordinaire, contrôlant des milliers de drones arrivant de plusieurs directions en même temps et dépassant la capacité d'un radar à tout traiter en une seule fois. Et maintenant, on arrive à la partie où tout s'effondre pour le camp russe. Détruire une batterie anti-aérienne n'ouvre pas qu'un petit trou. Selon les propres unités de drones ukrainiennes, abattre un seul système Tor peut ouvrir une brèche de 50 à 100 km dans le réseau de défense. 50 à 100 km de ciel ouvert. Et par cette brèche, des dizaines, parfois des centaines de drones entrent d'un coup lors de la vague suivante. C'est un effet domino. Chaque défense détruite ouvre la porte à la vague suivante, qui détruit encore plus de défenses, ce qui ouvre encore plus de portes. Et là, la Russie se heurte à un problème. Sa taille, qui a toujours été son plus grand avantage, est devenue une malédiction. Il y a trop de frontières, trop de raffineries, trop de dépôts, trop de territoires à défendre avec les missiles existants. Un député russe a même admis publiquement que le pays n'a pas les forces nécessaires pour maintenir un bouclier continu. Et que pour cette raison, il faut protéger uniquement les grandes villes et les infrastructures critiques, laissant le reste exposé. Pense au poids de cette phrase venant de l'intérieur même de la Russie. Ils décident quoi abandonner. Et même les commentateurs militaires russes, ceux qui suivent la guerre de près, se plaignent ouvertement qu'il manque des munitions pour faire fonctionner les systèmes Pantsir, Buk et Tor à la vitesse que les attaques exigent, que la production n'arrive pas à suivre la consommation. C'est la défense qui admet, par la bouche de ses propres partisans, qu'elle n'y arrive pas. Et la situation est tellement tendue que la Russie a été vue en train de sortir de vieux radars des années 60 de ses entrepôts, et même de retirer des radars de la frontière avec la Finlande, qui est membre de l'OTAN, juste pour tenter de combler les brèches créées par les drones ukrainiens. Et ici, nous commençons à assembler les pièces de ce puzzle. Voyez-vous, les drones sont si nombreux et si bon marché qu'ils saturent le radar. Ils ne dépendent pas du signal satellite, donc la guerre électronique n'a aucun effet. Les leurs obligent la défense à gaspiller des missiles coûteux pour rien et à se dévoiler. Et chaque système de défense qui tombe ouvre une brèche de dizaines de kilomètres que la Russie n'a aucun moyen de combler. C'est la réalité que nous voyons aujourd'hui. Chaque couche de la défense la plus dense du monde est saturée, contournée ou détruite par quelque chose qui coûte 1000 fois moins cher qu'elle. Et c'est ici que nous répondons enfin à la question du début. Parce que maintenant, il est clair que le problème de la Russie n'a jamais été un manque de défense. La Russie possède plus de défense anti-aérienne que n'importe quel autre pays au monde. Le problème, c'est que toute cette défense a été construite pour un ennemi qui n'existe plus. Elle a été conçue pour abattre des avions coûteux et des missiles guidés par satellite. Et l'Ukraine a simplement cessé d'envoyer ces deux choses. Le bouclier russe n'a pas été percé par la force. Il est devenu obsolète. Il est toujours là, gigantesque, extrêmement coûteux, défendant le ciel contre une guerre qui est déjà terminée. Et le détail final, ce qui rend tout cela presque impossible à inverser, c'est le coût. Pourquoi ? Même si la Russie abat la plupart de ses drones chaque nuit, l'Ukraine peut simplement tout refabriquer demain. C'est moins cher que le coût de remplacement des missiles utilisés par la Russie. C'est un calcul que la Russie perd même lorsqu'elle gagne. Et ici, l'histoire ne concerne plus seulement la Russie. Parce que ce que cette guerre a révélé est inconfortable pour n'importe quel pays de la planète. Tout ce qui semblait protéger la Russie, l'immensité de son territoire, les milliards dépensés dans la technologie militaire de pointe, le bouclier le plus dense jamais construit, est devenu exactement le poids qu'elle n'arrive plus à porter. La force est devenue un piège. Ce qui était un atout est devenu une cible. Et la question qui reste, celle que tout général dans le monde s'est probablement déjà posée, est simple et effrayante.
Si l'Ukraine, avec une fraction de l'économie russe, parvient à faire cela contre la plus grande puissance militaire d'Europe, qu'est-ce qui les empêche de faire la même chose contre n'importe qui ? Comment un pays protège-t-il ses propres raffineries, ses propres centrales hydroélectriques, ses propres bases, dans un monde où quelques milliers de dollars de plastique et d'électronique peuvent parcourir 2000 km et toucher un réservoir de carburant avec une précision de quelques mètres ? Pense à n'importe quel pays que vous considérez comme sûr aujourd'hui, avec son infrastructure dispersée, ses centrales, ses ports, ses bases. Rien de tout cela n'a été conçu pour arrêter une menace qui coûte le prix d'une voiture et qui vient du ciel à 1000 km de distance. La frontière physique, cette ligne sur la carte qui pendant des siècles a signifié la sécurité, a tout simplement cessé de protéger. Parce que, comme vous pouvez le voir, cette guerre réécrit en temps réel le manuel de la défense aérienne, et chaque semaine apporte un nouveau chapitre à cette histoire. C'est ce que nous suivons de près ici sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. Je voulais finir en vous posant la question. À votre avis, dépenser des milliards dans une défense de pointe a-t-il encore du sens dans un monde où un objet en plastique à quelques milliers de dollars peut tout percer ? Exprimez votre avis ci-dessous. Parce que je lis les commentaires, et c'est l'une des questions les plus difficiles de la guerre moderne. À la prochaine vidéo.